Bonjour, je m'appelle Philippe Albert et ceci est une chaîne YouTube qui s'intègre dans un domaine scientifique. Suite à une forte demande, je donne une brève explication de cette chaîne. Il est vrai qu'il faut que j'explique pourquoi cette nouvelle théorie. Dans la vidéo 1, dès la diapo 1 et 2, je le fais déjà, mais je pense qu'il est important, suite à des réflexions, qu'il serait intéressant que j'explique pourquoi le nom de cette chaîne, énergie de translation, et pourquoi j'investis autant de temps dans cette théorie. En effet, je ne compte pas les heures que je passe à essayer de promouvoir et surtout de faire connaître cette théorie. Bien sûr, beaucoup de personnes comprendront quand je publierai les expériences qui valident cette théorie. Ces expériences sont déjà accessibles sur certains sites et forums, mais malheureusement, elles ne sont pas assez reproduites ni bien comprises. Revenons au titre de cette chaîne, mais auparavant, essayons de comprendre comment la lumière s'allume quand je bascule un interrupteur. Toutes les énergies que nous utilisons aujourd'hui sont des énergies de transformation. Elle peut être thermique, charbon, gaz, pétrole, bois, etc., qui englobe aussi le nucléaire. Elle peut être chimique, les piles, les accumulateurs, etc., qui englobe aussi bien le solaire thermique, mais aussi le solaire photovoltaïque. Elle peut être mécanique, les générateurs, les alternateurs, etc., qui englobent aussi bien la marée motrice, l'éolien et l'hydraulique. Des exemples. Une lampe de poche est une énergie chimique. La lampe autonome à aimant tournant, c'est une énergie mécanique, mais aussi notre électricité domestique est une énergie mécanique. Mais nos déplacements en voiture, c'est aussi une énergie mécanique. Et notre chauffage, l'hiver, la clim, l'été, ce sont des énergies thermiques. Donc en fait, l'énergie de transformation est partout. Les problèmes sont multiples. À toute transformation, il y a des pertes. On donne sur cette diapositive l'exemple d'une voiture. Cela démontre que cela marche ainsi pour tout. Maintenant, regardons bien la première ligne et remarquons que l'énergie utile ne peut exister que s'il y a une énergie primaire. Par exemple, pour une ampoule incandescente qui sont bannies du commerce, il y a une totalité de 96% de pertes. La transformation qui donne l'énergie utile n'est pas l'énergie primaire. Il faut déjà passer par la première étape de transformation pour une énergie secondaire. Il faut donc encore plus de minerais pour pallier les 70% de pertes lors de la première transformation. Voici ce que produit un baril de pétrole, c'est-à-dire 159 litres de pétrole. Il produit 72 litres d'essence, 34 litres de carburant distillé, c'est-à-dire le carburant diesel ou le chauffage domestique, 15 litres de kérosène qui est utilisé pour l'aviation, 7 litres et demi de charbon de coke, 5,8 litres de fioul résiduel qui est utilisé dans l'industrie, le transport maritime et la production d'électricité, 5,7 litres de gaz de raffinage liquéfié, le fameux GPL, 6 litres de gaz de distillation, 4 litres et demi d'asphalte et de bitume, 4,2 litres de charge pétrochimique, 1,9 litres de lubrifiant, etc., etc. Il va falloir extraire une certaine quantité de matière première pour éclairer toutes les ampoules de la Terre que l'on va chiffrer en kilowatts-heure. Je vous laisse apprécier notre voracité pétrolière mondiale depuis 2007. Aujourd'hui, en 2017, la consommation mondiale de pétrole est de 97 400 000 barils par jour, ce qui correspond à 3 supertankers de 380 mètres de long par 68 mètres de large et de 25 mètres de haut, et tout ça pour une journée. Je sais que cette courbe de réchauffement climatique est très critiquée, mais on ne peut remarquer qu'une augmentation en flèche des températures depuis les années 30, c'est-à-dire au moment de la révolution industrielle. En fait, tout augmente. La température, le CO2, le méthane, la population,
et le prix de mon café. Les gouvernements mondiaux successifs vont introduire l'effet de culpabilité dans toutes les populations. C'est-à-dire que l'on va apprendre que l'énergie économisée est celle qui n'est pas utilisée. Alors que, quand on regarde les diagrammes, la plus grosse perte est dans la première transformation de l'énergie primaire. À cela se rajoute la raréfaction des matières premières. Voici les courbes de Hubert. Le pétrole, par exemple, c'est-à-dire que, quel que soit le gisement découvert, nous sommes déjà sur une pente descendante. Nous aurons consommé la totalité de pétrole que peut produire la Terre vers 2080, peut-être avant. Je rappelle que giga, c'est égal à 10 puissance 9, c'est-à-dire qu'il faut rajouter 9 zéros derrière le chiffre. Cette pénurie entraîne automatiquement la déstabilisation des pays, le Moyen-Orient, par des pays gourmands en énergie, les États-Unis, l'Europe. La finalité de cette politique ne peut amener qu'à des guerres. Je ne développerai pas non plus la catastrophe écologique que va entraîner la fracturation, le fameux pétrole de roche, car on sera obligé d'y passer. Je rappelle qu'il y a des soupçons qu'à une époque il y avait de l'eau sur Mars, donc de l'hydrogène. Il ne manque plus qu'ils trouvent des traces de carbone, et cela donnera toutes les raisons pour installer des derricks sur Mars, et on créera le plus gros déséquilibre énergétique de l'univers. L'uranium. La courbe de Hubert concernant l'uranium est intéressante. Nous sommes toujours sur une pente montante, mais la pente descendante va très vite arriver, à cause tout simplement du déficit du pétrole. La fin de l'uranium est prévue pour environ 2100, mais je prends le pari qu'ici 10 ans, cette pente descendante va s'accentuer pour venir vers une fin de l'uranium vers les 2060. Le problème de l'uranium est multiple. Il doit gérer l'extraction du minerai, mais il faut gérer aussi le stockage des matières radioactives. Pour certains, c'est un faux problème, car ils envisagent d'envoyer des déchets radioactifs dans notre étoile, le Soleil. Je pense que c'est les mêmes personnes qui jettent leurs détritus par la fenêtre de leur voiture. Cela me rappelle un vieux film de publicité de la Kojima, vers les années 70, qui promettait que les générations futures auront trouvé la solution pour traiter ces déchets ultimes. 47 ans plus tard, on n'a toujours pas de solution et on continue à les enterrer. Bref, toutes ces énergies de transformation répondent à la courbe de Hubert, avec une croissance, un pic maximum et un déclin. Cependant, on pourrait différencier les énergies dites vertes. Je ne parle pas des agrocarburants qui seraient une catastrophe pour la polyculture et qui affameraient des pays entiers, entre autres, et qui ne peut être qu'une énergie de transition, tout comme le photovoltaïque, l'éolien, l'hydraulique, ce ne sont pas des solutions. Et alors, que faire? Économiser? Trouver de nouvelles sources d'énergie? Épuiser la terre? Voler les ressources aux autres pays? Retomber à l'âge de pierre? S'expatrier sur d'autres planètes? Etc., etc. Une solution existe depuis très longtemps. L'énergie libre. Cependant, je n'ai jamais vu une vraie solution qui fonctionne et surtout qui soit en accès libre. Définition de l'énergie libre par Wikipédia. L'énergie libre, grand F, appelée aussi énergie de Helmholtz, est en thermodynamique une fonction d'état extensive dont la variation permet d'obtenir le travail utile susceptible d'être fourni par un système thermodynamique fermé, à température constante et au cours d'une transformation réversible. Bref, il faut que l'énergie potentielle soit négative. J'ai feuilleté 110 pages de cours sur la thermodynamique pour en arriver à cette conclusion. L'énergie potentielle doit être négative. Sans rentrer dans les détails de la thermodynamique, il faut respecter les 3 principes de la thermodynamique qui sont le premier principe qui est le principe de conservation de l'énergie, le deuxième principe qui est le principe d'évolution de l'énergie.
Ensuite, il y a un troisième principe qui est le principe de Nernst, mais il est moins employé. Est-ce qu'il existe une énergie négative dans notre monde à 3 dimensions? Je ne parle pas des énergies spirituelles qui sont un autre sujet complètement différent. Mais en physique, une énergie négative peut être associée à l'énergie potentielle d'un objet suivant la convention adoptée. Dans le modèle de Bohr, par exemple, l'énergie potentielle de l'électron est négative. Une antiparticule peut être vue comme occupant un état d'énergie négative. Ces états forment la mer de Dirac. Une particule virtuelle, en particulier dans l'évaporation des trous noirs. La matière exotique, hypothétique, peut avoir une énergie négative et toute particule possédant une masse négative. Alors, à part l'énergie potentielle de l'électron, le reste est vraiment difficile à trouver au coin de la rue. On est vraiment loin de trouver une solution qui remplacerait le pétrole et l'uranium. Actuellement, les théoriciens émettent l'hypothèse d'une théorie des cordes qui irait jusqu'à 26 dimensions. Mais la définition de dimension n'a plus rien à voir avec nos dimensions spatiales à 3 dimensions ou à 4D si on considère l'espace-temps d'Einstein. Par contre, une chose intéressante à savoir est que l'énergie se conserve, donc elle peut se transposer, se transformer, mais elle ne surgira jamais de nulle part. Une énergie qui disparaît sous une forme réapparaîtra systématiquement sous une autre forme. On peut, à partir de là, commencer à comprendre le principe de translation de l'énergie. Ainsi, le mouvement perpétuel ne peut pas exister, car on ne tire jamais une énergie de nulle part. Premier principe de la thermodynamique. Et la transformation d'une énergie se fera obligatoirement avec des pertes. C'est le deuxième principe. Seulement, en relativité générale et en théorie quantique, l'énergie est un objet mathématique à une seule quantité, donc à une seule dimension. Une impulsion, par exemple, à 3 dimensions, la position d'un centre de gravité a 3 dimensions, et un moment cinétique a également 3 dimensions. La relativité générale, cette énergie est reliée à une géométrie de l'espace-temps qui impose une représentation spatiale à 4 dimensions. Mais comment voit-on la 4e dimension? Elle explique beaucoup de choses, pas tout, mais pourrait-on relier l'énergie et la 4e dimension? Quand on parle de 4e dimension, on voit souvent Einstein et Minkowski. Avec Einstein, un objet ne se situe plus uniquement dans l'espace, il doit se situer également dans le temps. Minkowski introduit dans cette représentation le cône de lumière. Bien sûr, il serait trop long de rentrer dans les détails, mais ces représentations sont mises en place obligatoirement par l'addition vectorielle. L'effet Vial propose de mettre en place cette représentation spatiale à 4 dimensions en passant par le produit. Donc déjà, à partir de ce moment, nous ne pouvons plus faire avec les découvertes de la relativité générale, mais nous sommes obligés de reconsidérer l'ensemble de la physique avec une nouvelle vision. La translation d'énergie peut devenir possible. Cependant, il faut considérer les éléments de cette nouvelle vision comme énergie pure et abstraite. L'objectif recherché, si nous arrivons à avoir un déroulement logique de pensée et comment translater cette énergie d'une dimension à une autre, car cette translation ne se fait sans aucune perte. Car s'il y avait de la perte, où irait-elle? Donc, je propose avec différentes vidéos d'expliquer cette logique de pensée, puis avec d'autres séries de vidéos, montrer les expériences qui valident cette théorie. Je vous souhaite un bon visionnage. Bien sûr, si ces vidéos plaisent, n'hésitez pas à le faire savoir et de partager au maximum pour faire connaître. Je vous remercie.